Kurum turum tamchi more, turum more more more, turum turum tamchi more, turum more more more, turum turum tamchi more, turum. Président du club local de futsal. Depuis quand tu es président du club 2016? Moi j'étais un simple joueur et le club a fermé en 2015. Du coup en 2016, avec un ami on a décidé de reprendre l'équipe. On voulait jouer au futsal. Ouais. C'est parti d'un délire. On a appelé les anciens, on a appelé quelques jeunes et on s'est retrouvé à être champion d'Alsace au bout d'un an. Et c'était étonné de ce résultat ou pas? Choqué. Choqué, c'était un délire. Donc ça anime le quartier. Ça anime le quartier. Quand je vois tous les jeunes qui viennent à l'entraînement, qui demandent à ce qu'on leur ouvre le gymnase, pour moi c'est une réussite parce que ça leur permet de ne pas traîner dehors. Comme j'ai dit, j'ai refait le club. Pourquoi? Parce que c'était mort. Il n'y avait plus de futsal, il n'y avait plus de gymnase, il n'y avait plus de foot en salle, il n'y avait rien. Maintenant on se retrouve en D2, on a des gradins, c'est rempli à chaque match. Ouais. Plus de 250-300 personnes. L'idée de former une équipe féminine et que ça vient de toi aussi? Ouais, ça vient de l'ensemble du club. Ouais. C'est une demande, c'est une forte demande. C'est parfait. Et ça marche, il y a des filles qui viennent jouer. Mais on est arrivé deuxième au championnat d'Alsace. Au Europe, on a toujours eu des bons joueurs. Ouais. Sans prétention, on a toujours eu des bons joueurs. Et tu penses que le futsal est plus accessible aux gens que le foot normal? Le futsal, c'est autre chose carrément. Pour moi, c'est un autre sport. Faut pas être cardiaque. C'est du 5 contre 5 et ça va trop vite. Est-ce que tu as une logique de recrutement? Est-ce que tu vas chercher toi-même les jeunes? Maintenant, au niveau national, principalement 90% des joueurs habitent au Nord. Par exemple, là, cette année, on a 2 mecs du Haut-Rhin. D'accord. Et Aluna Moïse, t'imagines un jour, par ah exemple, Moïse Motayeneyewa, ah Moïse Motayeneyewa, ah Moïse Motayeneyewa, Numekiyo, Mazekoya, Oya, Mazekoya, Zenenemoya, C'est laissé gagner par la passion de ses enfants. Oya, C'est important que ce soit quelqu'un du quartier qui reprenne le club du quartier. C'était comme un symbole. On peut dire que c'est fait pour le futsal, pour le néo-futsal, mais par le néo-futsal aussi, par les néo-foires. Qu'est-ce que ça a changé dans le quartier, l'ascension de ce club? Des activités, il y en a. Par contre, au sein même du quartier, le fait d'avoir un lieu où tout le monde puisse se donner rendez-vous ou qui puisse avoir ces moments-là de folie, ça a changé une ambiance. Moi, j'y suis pas allée au premier match, parce que voilà, ça restait pour moi du foot. Mais j'ai commencé à aller au futsal, vraiment quand j'ai vu que tout le quartier en parlait, et après, je suis devenue accro. Toi, avec tes potes, vous allez aussi régulièrement aux matchs et aux entraînements? Les matchs, on y va, que ce soit l'équipe 1 qui joue, l'équipe 2, même les féminines et les moins de 18 ans. Il y a du spectacle partout. Il y a du respect, il y a de la joie. touche, mon frère, Parce que j'estime que c'est un lieu touche, approprié pour eux. doucement, Demande tu à eux m'as matchs. tué dans la Mon emploi du temps brosse s'adapte pour au futsal. Vous pensez que le fait que tout le quartier comme ça soit derrière l'équipe du touche, Nord, ça les aide, ma soeur, Comme on dit, c'est le. touche, On pas 500 doucement, terrains, mais. tu m'as tué dans ça, la plus tous les brosse supporters. pour avoir. Juste le fait de chanter en chœur, d'avoir des hymnes à nous, ça donne un second souffle. Adjiraïre, Pépé. Je me retrouve à chanter des fois. On est tellement dans l'euphorie du truc que là, je me dis, ils m'ont eu, ils m'ont eu. C'est à la fois une expérience sportive et une expérience humaine. Tout le monde a appris quelque chose dans ce club. Tout le monde a grandi. Si vous aussi vous voulez filmer votre quartier, un mail, Twitter et Facebook. Un regard différent sur l'actualité. Les témoignages de ceux qui vivent l'information, partout dans le monde, recueillis par nos journalistes. Des vidéos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Les Observateurs, présentés par Alexandre Capron, à voir sur France 24 et France 24.
financements ont un effet positif sur le climat. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens sortent de la pauvreté, donc rien que ça, c'est une excellente nouvelle. On est rentré dans un autre monde. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Prenons-en acte et commençons à discuter. L'invité de l'écho, présenté par Ali Laïti, à regarder sur France 24 et france24.com. L'un pense obtenir un nouvel accord, l'autre s'en tient à celui déjà négocié entre Bruxelles et le Royaume-Uni. Boris Johnson reçu à Paris par Emmanuel Macron, pas d'avancée en perspective à 2 mois du Brexit. L'Adrian Daria ne se dirige pas vers la Grèce, mise au point du Premier ministre grec, invité sur France 24. Kyriakos Mitsotakis précise n'avoir reçu aucune demande d'arrimage à un port grec du navire iranien arraisonné puis relâché par Gibraltar contre l'avis des États-Unis. Le Brésil n'a pas les moyens de lutter contre les incendies qui ravagent actuellement l'Amazonie. C'est la en forme d'appel à l'aide de Jair Bolsonaro, le président brésilien qui annonce l'ouverture d'une enquête après avoir ouvertement soupçonné hier les ONG environnementales. Voilà pour les titres. 2 mois, c'est le temps qui reste à courir avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Boris Johnson croit à nouveau en un accord après sa rencontre hier avec Angela Merkel. Le Premier ministre britannique déjeunait à l'Élysée aujourd'hui avec un Emmanuel Macron au ton moins conciliant que la chancelière hier. Écoutez. Il n'appartient à aucun pays de l'Union européenne seul de négocier ou renégocier cet accord. Mais je veux dire que les éléments clés de celui-ci, comme le backstop irlandais, ne sont pas simplement des contraintes techniques ou des arguties juridiques, mais bien des garanties indispensables à la préservation de la stabilité en Irlande, à l'intégrité du marché unique, qui est le socle du projet européen, et sont partie intégrante de cet accord longuement négocié par le Royaume-Uni et l'Union européenne. Je pense que nous pouvons arriver à un accord et à un bon accord. J'ai été très encouragé par notre conversation hier à Berlin avec nos partenaires. Je sais qu'avec de l'énergie, en faisant preuve de créativité et en s'appliquant, nous pouvons trouver des solutions pour nos entreprises et nos citoyens. Comme vous l'avez rappelé, Emmanuel, il est vital de prendre en considération le résultat du référendum et d'agir selon la volonté des électeurs. Les autorités britanniques qui ont laissé partir le pétrolier iranien Adrian Daria après l'avoir immobilisé près d'1 mois à Gibraltar, le navire que veulent arraisonner les États-Unis semblait se diriger ces derniers jours vers la Grèce, démenti aujourd'hui du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis sur l'antenne de France 24. Le navire particulier ne se dirige pas vers la Grèce et on n'a pas de demande de permis d'amarrage au port grec. Alors, c'est une question d'itinéraire. C'est une question politique. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on sait, c'est que le navire ne se dirige pas vers un port grec. Reçu à l'Élysée en ce moment. Agenda chargé décidément pour Emmanuel Macron, puisqu'après l'Élysée, le chef de l'État se rendra au domaine de Chantilly pour y accueillir le Premier ministre indien. Narendra Modi sera l'invité d'honneur du G7 qui aura lieu à Biarritz ce week-end. C'est aussi une puissance nucléaire comme la France, engagée dans un face-à-face tendu actuellement au Cachemire avec le Pakistan, un partenaire commercial aussi militaire et l'un des grands signataires des accords de Paris sur le climat. Anaïs Guérin. Accolades et grands sourires affichés, voici l'atmosphère de la dernière rencontre entre le président français et le Premier ministre indien. Je reviendrai bien évidemment en Inde, mais je veux vous dire, monsieur le Premier ministre, cher ami, que vous êtes l'invité permanent de la France. Emmanuel Macron a tenu parole en invitant Narendra Modi juste avant le début du G7 à Biarritz, une façon d'élargir le cercle des puissances de ce sommet. L'Inde participera aux sessions sur le climat et sur le numérique. La France espère que cette dernière, qui est l'une des principales émettrices de gaz à effet de serre, s'engage à aller plus loin que les accords de Paris. Pour accueillir cette hôte privilégiée, Emmanuel Macron a prévu un dîner au château de Chantilly. Au menu, une question plus délicate, celle du Jammu et Cachemire. Narendra Modi a mis fin début août à l'autonomie de cette région, ravivant ainsi les tensions avec le Pakistan.
Depuis début août, 4000 personnes ont été arrêtées au sein de l'ancienne colonie britannique. Si les États-Unis ont exhorté l'Inde à rétablir les libertés au plus vite, la France, elle, dit attendre les explications du dirigeant indien. Objectif, ne pas vexer cette puissance avec laquelle la France souhaite toujours s'allier. Je souhaite que la France soit votre premier partenaire stratégique en Europe et plus largement en Occident, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Parce que nous avons les mêmes intérêts de défense et les mêmes intérêts stratégiques, la même vision du monde. Au cœur des débats également, la sécurité. En 2015, l'Inde avait commandé 36 Rafales à la France, un contrat de près de 8 milliards d'euros avec Dassault, devenu la cible d'affaires judiciaires en Inde et en France, alors que les premiers avions doivent être livrés dans l'année. Poursuite des consultations pour former un nouveau gouvernement en Italie. Parmi les premières formations reçues par le président Sergio Mattarella, le Parti démocrate propose un accord de coalition avec le mouvement 5 étoiles. Les populistes de gauche lâchés par la Ligue donneront leur réponse plus tard dans l'après-midi. Ils sont reçus à leur tour au palais du Quirinal. Un répit pour les populations prises au piège des bombardements de l'armée syrienne dans la province d'Idleb. L'armée ouvre un corridor humanitaire, annonce destinée aux civils qui acceptent de quitter la région considérée par le pouvoir à Damas et son allié russe comme un sanctuaire terroriste. Le Brésil n'a pas les moyens de lutter contre les incendies qui ravagent actuellement l'Amazonie. C'est l'aveu en forme d'appel à l'aide de Jair Bolsonaro, le président brésilien qui annonce une enquête sur l'origine de ces feux après avoir soupçonné ouvertement les ONG environnementales. Coralie Henel. Les flammes avancent déjà depuis plus de 2 semaines. Des centaines d'hectares de la forêt amazonienne partis en fumée. Pour le président brésilien Jair Bolsonaro, les ONG écologistes pourraient être responsables des dégâts. Elles chercheraient à attirer l'attention pour obtenir plus de subventions. Il se pourrait que les ONG aient déclenché les incendies parce qu'elles perdent de l'argent. Pour quelle raison? Pour jeter le trouble au Brésil. Ces accusations déclenchent une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, le mot-clé « Prions pour l'Amazonie » était le plus utilisé sur Twitter. Les ONG répondent au président dans la rue. Pour elles, la cause principale des incendies est la déforestation. Les feux sont souvent utilisés comme une technique pour défricher. C'est tellement absurde. Les feux sont la conséquence d'une politique de destruction environnementale, de soutien à l'agro-industrie, d'extension des pâturages. Depuis le début de l'année, les scientifiques dénombrent plus de 72 000 feux de forêt, une augmentation de 83% par rapport à 2018. Pourtant, d'après ce chercheur, le pays a fait des efforts pour limiter la déforestation ces 50 dernières années. C'est vraiment au cours des 4 ou 5 dernières années que nous avons vu une augmentation de la déforestation. Et surtout l'année dernière, où la déforestation a augmenté de 50% par rapport à l'année précédente. Ce phénomène pourrait affecter le climat dans toute l'Amérique latine, mais aussi dans les océans du monde entier. La Russie vient de lancer pour la première fois dans l'espace un robot humanoïde, Fedor c'est son nom, va rester 10 jours à bord de la Station spatiale internationale. Un test avant des missions qu'on annonce plus risquées et plus lointaines. Décollage de la fusée Soyouz depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Direction la Station spatiale internationale. Une opération a priori banale, exception faite du passager à bord pour le moins hors du commun. Voici Fyodor, premier robot humanoïde russe. Objectif de la mission, tester un nouveau système de sauvetage d'urgence afin de déterminer si un robot envoyé à l'aide d'une fusée pourrait venir en secours à des astronautes en détresse. Le robot passera 10 jours à bord de l'ISS. Là-bas, il pourra assister aux astronautes ou encore apprendre à manier des outils tels qu'un tournevis ou des clés en très basse gravité. Fyodor mesure 1,80 m et pèse 160 kg. Les plus passionnés pourront suivre ses aventures sur ses comptes dans les réseaux sociaux. Et c'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans une vingtaine de minutes.
Cet archipel du sud du Japon fut le théâtre des plus meurtrières batailles de la Seconde Guerre mondiale. La bataille d'Okinawa a duré 82 jours et fait 200 000 morts. Aujourd'hui, le traumatisme est toujours vivant, car les États-Unis n'ont jamais quitté cette île stratégique. Nombreux habitants réclament pourtant le départ de ces GI. Malgré cela, le gouvernement japonais a décidé de regrouper Toujours vivant, rassurez-vous. Mais pour les La habitants, banane, c'est une porte ouverte à toujours renforcement de la debout. présence américaine, ainsi Il n'est qu'une pas menace né. pour un environnement jusque-là préservé. Ou mal barré, Retour dans une île marquée par le l'histoire. crétin, Okinawa, c'est cette qui semaine. voudra m'enterrer. Ta 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 ta. Renaud, Dans les hôpitaux du rassurez-vous, centre du Nigeria, toujours tous vivant, blessés partagent la même toujours la histoire. banane, Ils sont toujours chrétiens, debout. agriculteurs, et ils ont tous été attaqués Il par est pas des né. groupes armés, soupçonnés d'être Mal des barré. Peuls et musulmans. Cette femme a perdu Enterré. une main, Ta en plus d'être ta ta mutilée ta au ta visage. ta 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 Cet homme a quant à lui ta reçu ta une ta balle dans la ta tête. ta. Sa famille veille à ses côtés dans l'espoir de le retenir à la vie. Ah ouais. Il était environ 5h30 du matin, il a entendu des coups de feu, et il s'est à peine réveillé qu'on lui a tiré dessus. On l'appelle? Oh non. Une fois au sol, ils l'ont poignardé avec une Demain machette plutôt. et l'ont tabassé avec un bâton. Maintenant, on n'a pas de matin ici, parce qu'il peut y en avoir. Ouais, Ces je 5 sais dernières pas. années, les violences entre agriculteurs et éleveurs ont fait plus de 7000 morts au Nigeria. Beaucoup plus que le groupe terroriste Boko Haram. Un conflit qui laisse derrière lui des villages incendiés et des victimes enterrées par dizaines dans des fosses communes. À l'origine des violences, l'accès à la terre et aux ressources. Le réchauffement climatique et la désertification forcent les éleveurs bovins à migrer vers le sud du pays pour nourrir leur bétail, s'attirant ainsi les foudres des populations locales. D'attaque en représailles, le conflit s'envenime de jour en jour. Ça s'est propagé de village en village. Et les menaces planent toujours, car il y a des risques d'attaque imminentes. Ce dimanche-là, des centaines de chrétiens qui ont fui leur village sont venus écouter le pasteur Yohanna Bourou. De paroisse en communauté, le religieux arpente le pays pour prêcher le dialogue entre chrétiens et musulmans afin d'éviter de nouveaux cycles de violence. J'essaie de les encourager à faire confiance au Seigneur. En tant que chrétien, il ne doit y avoir ni vengeance ni représailles. Le conflit pastoral n'épargne cependant aucune communauté. Isa est Paul, musulman, et il a trouvé refuge avec ses proches dans une réserve pour éleveurs après les violences intercommunautaires qui ont suivi l'élection présidentielle de 2011. Ici, il peut faire paître son troupeau en toute sécurité, sans le risque d'envahir les terres d'autrui. Nous vivions très bien avec les communautés chrétiennes, mais après l'élection de 2011, les villages Peuls ont été attaqués. Ils tuaient les Peuls, détruisaient leurs campements et leur bétail. 80 personnes de mon clan ont été tuées le même jour. Avec l'aide de Dieu, nous avons pu nous enfuir avec quelques vaches. Jusqu'à ce que...